Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous, on regarde les titres. Déjà 10 jours que le Ramadan 1445 Hégire se poursuit, un mois de partage et de solidarité qui prend tout son sens avec les différents dons offerts à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République Tiemoko Meïlette Koné a offert plusieurs tonnes de vivres et aussi du numéraire au COSIM. Un camion laboratoire au centre ivoirien anti-pollution Siapol pour une meilleure surveillance environnementale. C'est le don du ministre de tutelle Assaoré Konanjak, une remise qui s'inscrit dans le cadre du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques dans le district autonome d'Abidjan. Et puis nous irons au Sénégal où, à 72 heures du premier tour du scrutin présidentiel, l'un des 19 candidats à la course à la magistrature suprême annonce son retrait au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye. Dimanche prochain, ils seront un peu plus de 7 millions de Sénégalais appelés aux urnes pour désigner le remplaçant du président Macky Sall. Merci de regarder RTI 1 et on ouvre ce journal avec les activités du vice-président de la République. Tiemoko Meïlette Koné a offert 10 tonnes de riz au COSIM, plus la somme de 5 millions de francs CFA et 100 tonnes de riz et de sucre pour la population vulnérable de l'intérieur du pays. Des dons réceptionnés par le premier responsable du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le commentaire de Franck Quadio. 10 tonnes de riz pour le COSIM. 5 millions de francs CFA en numéraire, plus 100 tonnes de riz et de sucre pour les populations vulnérables des villes de l'intérieur du pays. Les émissaires du vice-président au siège du COSIM sont venus les bras chargés. Siriki Siloué Koné, directeur de cabinet adjoint, et le conseiller Sissé Sabati sont aussi porteurs d'un message de Koné Tiemoko Meïlette. Il m'a particulièrement demandé de vous dire merci pour toutes les prières que vous faites sans relâche pour la cohésion sociale et la paix dans le pays. Et plus récemment, il garde en mémoire la mobilisation exceptionnelle de nos guides religieux et notamment de nos imams pour la bonne tenue de la CAN 2023. Le cher Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, et les autorités religieuses présentes ont formulé des prières en direction du donateur pour ses actions de solidarité en faveur de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et le COSIM, justement, qui joint l'acte à la parole en distribuant les différents dons reçus. Dans le cadre de ses activités, il a organisé une cérémonie de rupture collective des jeunes de Ramadan à Jesco, dans la commune de Yopougon. Un grand moment de partage et de prière en présence du maire de la commune, Adama Bictogo, des guides religieux et des chefs de communauté. Un reportage signé Olivier Kra avec le commentaire d'Amidi Arasouba. En cette période de jeûne musulman, les populations du quartier de Jesco dans la commune de Yopougon ne sont pas oubliées. Elles reçoivent des dons de la part du COSIM. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques a fait un don de 4 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre, plus la somme de 2 millions de francs CFA. Nous sommes dans le mois du partage et de la générosité. Les imams ont donc décidé de venir aujourd'hui faire preuve de générosité et de partage avec nos frères. Nous avons été bien accueillis d'être en compagnie du maire qui a laissé pratiquement tout son programme pour être là ce soir avec nous. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la fêtière des guides religieux musulmans. On remercie seul Dieu qui nous a fait réunir aujourd'hui ici. En raison, notre maire, premier magistrat de Yopougon, avec Sek Aïma, c'est la première fois qu'on voit ça. Parce que ça est là, c'est pas facile. Mais on remercie beaucoup à Dieu qui a de faire aller devant toujours, qui est d'accord tout ce qu'ils font. Le geste du COSIM est également bien accueilli par le maire de Yopougon. Adama Bictogo a réaffirmé son attachement aux côtés des populations. Au nom donc de la municipalité, nous voudrons, et des populations de Yopougon, d'exprimer les salutations fraternelles de tes frères de Yopougon, mais en particulier de nos frères de Jesco. Chers
imam de la délégation du Cheikh Aïma, la municipalité se joint à moi pour vous traduire les salutations. Le maire Adama Bictogo a également fait don de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et la somme de 2 millions de francs CFA aux populations. Et c'est désormais une tradition à Divo. Durant le mois de Ramadan, la ville vibre au rythme d'un concours de lecture coranique. La compétition dotée du prix El Hajj Balar Koulibaly met aux prises plusieurs jeunes apprenants. Cette année, ils étaient une dizaine à psalmodier le Saint-Coran, une compétition organisée par un élu local. Le commentaire de Mahama Traoré. Après une âpre compétition entre les 10 finalistes, le jury devait départager les 2 meilleurs. Battle à l'issue de laquelle Amara Gassama est sorti grand vainqueur de la 4e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran doté du prix El Hajj Bala Koulibaly. Depuis le commencement, le concours était très sérieux. Et à la fin aussi, quand on nous a appelé, qu'on a venu pour qu'il puisse choisir entre nous deux, là aussi c'était un cas très difficile. Je remercie le bon Dieu et je suis très content aussi. Le Coran c'est la bénédiction, c'est la parole d'Allah. Tout lieu où le Coran est récité est considéré, il n'y a que du bonheur, des baraka. Donc nous invitons tout le monde à s'occuper de ça, à encourager les apprenants et également à encourager les enseignants du Coran. Pour son triomphe, Amara Gassama reçoit 1,5 million de francs CFA et un diplôme. Au total, c'est 5 millions de francs CFA de primes d'encouragement distribués à l'ensemble des compétiteurs de la part de l'initiateur du prix, Famoussa Koulibaly. Le député de Divo était pour l'occasion soutenu par une dizaine de parlementaires de l'Assemblée nationale. Ils sont venus de tous les partis politiques. Ça fait la Côte d'Ivoire de l'entente et de la cohésion et de l'unité. Nous sommes aussi venus de toutes les religions. Il y a des chrétiens de toutes sortes. Il y a des musulmans et il y a des gens qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, mais sont tous venus pour venir célébrer la parole de Dieu, parce que Dieu est au centre de tout. Ces jeunes qui, dans la fleur de l'âge, à peine 18 ans, ont entièrement mémorisé ce noble livre, plus de 6000 versets. J'avoue que ce n'est pas facile. C'est un livre qui est une source de guérison, et ce qui est éloquent, c'est que ces éditions mobilise l'ensemble des populations ivoiriennes. Nous prions Dieu que la 5e édition puisse être encore une grande réussite pour pérenniser le nom de ce grand érudit qu'a été feu El Hajj Bala Koulibaly, mon très cher et bien-aimé père. En perspective, le prix El Hajj Bala Koulibaly prévoit de construire une école confessionnelle islamique délivrant à la fois enseignement général et cours de mémorisation du Saint-Coran. Et ce carnet noir, avant de poursuivre ce journal, décédé le 12 février dernier, Monseigneur Paul Siméon Awana laisse une communauté orpheline et le gouvernement de Côte d'Ivoire de prendre sa part de deuil aux côtés de l'épiscopat ivoirien. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a participé à une veillée de prière à la mémoire du défunt. On en parle avec Franck Quadio. Il s'est éteint le 12 février dernier, endormi dans la paix de Dieu. Monseigneur Paul Siméon Awana Djro, archevêque de Boaké, est accompagné par les prières de la communauté chrétienne en cette nuit du 20 mars à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Veillée de prière en présence de tout le corps du Christ, mais aussi du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la classe politique ainsi que le corps social bien représentés, tous en union de corps et de louange. À vous toutes, autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, nous disons notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance pour votre présence fraternelle et réconfortante. Nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que votre présence ce soir témoigne de ce que vous avez partagé et vécu avec Monseigneur Paul Siméon, qui a occupé de hautes fonctions au niveau de notre pays. Merci de nous accompagner en cette épreuve et Yako à vous aussi pour ce grand
collaborateurs que vous perdez. Monseigneur Awana, archevêque de Bouaké, laisse orpheline sa famille spirituelle et biologique, un homme de tempérament au verbe haut, dont le témoignage reste édifiant. Monseigneur Awana sera inhumé en sa terre diocésaine le vendredi 22 mars et le gouvernement sera encore à ses côtés. Le Premier ministre Robert Bugre-Mambi accompagnera l'homme de foi jusqu'à sa dernière demeure. On parle maintenant de politique avec le groupe parlementaire RHDP au Sénat qui se positionne dans une nouvelle dynamique d'innovation. Il vient de mettre en place ces commissions techniques pour mieux s'approprier les projets de lois à venir. Une démarche de qualité, nous rapporte notre reporter Marie-Chantal Akandan. Après avoir élaboré des outils et des stratégies innovants pour optimiser son rayonnement, le groupe parlementaire RHDP au Sénat passe à l'action en mettant en place des commissions techniques au sein de leur bureau. L'objectif est de mieux appréhender en amont les textes de loi à venir et de garantir leur conformité politique lors des votes. Nous avions élaboré un règlement intérieur qui mettait en place un certain nombre d'organes. Aujourd'hui, nous sommes à la mise en place d'un organe essentiel que nous appelons les commissions techniques. Donc à notre niveau ici, avant d'aller à une quelconque plénière, une quelconque rencontre d'examen des lois avec les émissaires du gouvernement, nous avons jugé utile de mettre en place une commission technique qui puisse porter un pré-examen des lois, de sorte à ce que les sénateurs puissent maîtriser effectivement, avoir une connaissance parfaite de tout le dispositif légal qui doit être mis en place. 5 autres commissions existent pour pouvoir faire la mise en œuvre de notre mission. On a élaboré un calendrier pour tout ce qui concerne les travaux de pré-examen. Tout est mis en marche, il faut aller très vite pour pouvoir être véritablement à la hauteur. Cette initiative témoigne d'une avancée significative vers une préparation et coordination au sein du groupe parlementaire RHDP au Sénat. On reste dans la sphère politique avec le Conseil national des droits de l'homme et le NDI, le National Democratic Institute, qui appelle les jeunes à prendre toute leur place au cœur du débat politique. Un programme de leadership qui se décline sous la forme d'un panel leur a été consacré. Un programme qui s'est tenu récemment dans les communes de Marcory et de Port-Boué. Les détails avec Eric Goré. Ce programme s'inscrit dans la dynamique des stratégies des Nations Unies pour la jeunesse. Il vise à promouvoir la participation des jeunes à la vie publique et politique. Le CNDH et le NDI poursuivent cette initiative qui a démarré dans la commune de Yopougon, ensuite à Port-Boué. Ces jeunes leaders des différentes obédiences politiques sont des acteurs majeurs de ces rencontres. Ils participent à des panels qui mettent en ligne de mire leur rôle au sein des partis politiques. Faciliter et renforcer la compréhension de ces jeunes de la chose politique, une priorité pour la présidente du CNDH. Qu'est-ce qui les maintient dans leur parti? Quels sont les engagements que prennent leurs dirigeants pour les maintenir dans leur parti? Et quels sont les projets et programmes concoctés pour eux par les dirigeants de leur parti? KPMI sur Marcory, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, est dans le même décor. Des statistiques officielles du recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Ces données indiquent que les jeunes de moins de 35 ans représentent 75,6% de la population ivoirienne. Cependant, nonobstant leur poids démographique et leur intérêt pour la chose politique, la proportion des jeunes représentés dans les instances décisionnelles des partis politiques est encore faible. Changer l'opinion de ces jeunes au sein de leur formation politique et leur permettre d'être très utiles pour leur communauté. 115%, c'est énorme. Et donc, ces jeunes-là, il faut les former, il faut qu'ils aient une formation politique pour mieux servir leur parti politique. Donc, c'est un peu cet exercice auquel on soumet les jeunes pour qu'ils comprennent leur rôle qu'ils doivent jouer. Pourquoi pas un quota pour les jeunes au sein des assemblées élues, comme pour les femmes. Surveiller et faire respecter les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, veiller également au respect des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire résultant de ratification et des instruments relatifs aux droits de l'homme sont les principales missions du CNDH.
C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le projet pour l'approvisionnement en oxygène liquide médical de San Pedro est effectif. Le centre a été mis en service par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Nemba était accompagné de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. La correspondance de Sam Kona. À travers la coupure symbolique de ruban, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, permettent à plus de 8 millions d'habitants de bénéficier d'oxygénothérapie disponible désormais en qualité et en quantité, à San Pedro et dans 5 autres villes du pays. Les installations, équipements et fournitures du projet LOX, de près de 4 milliards de francs CFA, comprennent entre autres un réservoir d'oxygène liquide médical de 5000 litres, un évaporateur de 350 mètres cubes par heure et des équipements de régulation de la pression, de remplissage de bouteilles d'oxygène d'une capacité de 10 bouteilles par lot en conditionnement et l'oxygène liquide. Et cette initiative est née du désir du gouvernement des États-Unis, en fait, le peuple américain, de répondre aux besoins liés à la crise Covid-19. Et aujourd'hui, il va servir aussi à améliorer les soins au bloc opératoire et aux soins intensifs pour des personnes en détresse respiratoire. Ce projet LOX, ou oxygène liquide médical, qui traduit la bonne santé des relations Côte d'Ivoire-États-Unis, selon le ministre Pierre Demba, est une avancée majeure dans la volonté du chef de l'État d'offrir des soins de qualité aux populations. Ce projet va nous permettre d'équiper 7 établissements sanitaires qui ont été sélectionnés pour leur rôle de référence dans nos différents pôles régionaux d'excellence de santé. Les structures concernées sont le CHR de Kolobo, de Mont, de Daloa, de Yamoussoukro, de Bouaké et l'hôpital général de San Pedro et le CHR de San Pedro. Le projet est un bel exemple de collaboration réussie entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement américain à travers l'USAID. Combien devront débourser les patients pour bénéficier de l'oxygène liquide médical? Le ministre Pierre Demba rassure. Les prix seront étudiés pour être à la portée de tous. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique équipe le CIAPOL. Jacques Assaouri Konan a remis mardi un camion laboratoire au centre ivoirien anti-pollution. Selon le premier responsable de l'environnement, ces équipements d'une valeur de 600 millions de nos francs devraient permettre de gérer en temps réel les pollutions liées notamment à l'air, l'eau et les sols. Le reportage de Grace Kando. Un camion laboratoire équipé de détecteurs de pollution de l'air, du sol et de l'eau disponible désormais. L'engin vient d'être remis officiellement au Centre ivoirien anti-pollution par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il va aussi renforcer les capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Par le passé, qu'est-ce que nous faisons? On envoie des missions pour faire de l'échantillonnage. Ces échantillons sont convoyés maintenant au laboratoire à Abidjan et c'est après que nous faisons les analyses. Donc cela peut mettre 48 heures. Et pourtant, souvent, là où on doit prendre les décisions en 24 heures, il y a des analyses qui traînent et on n'arrive pas à avoir ces décisions à temps réel. Mais avec ce camion laboratoire, on peut analyser les métaux, on peut analyser les hydrocarbures, on peut analyser tous les nutriments, on peut analyser aussi les bactéries, parce qu'il y a un aspect microbiologie. On peut analyser également toutes les composantes de l'air. Ce camion laboratoire de plus de 600 millions de francs CFA a été acquis sur le budget du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques de Probo-Kuala dans le district d'Abidjan. Le CIAPOL, après la destruction de ces équipements, fonctionne au ralenti. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu donner des instructions pour qu'un camion laboratoire soit acquis pour permettre au CIAPOL d'être immédiatement opérationnel. Avec ce camion laboratoire, quelle que soit la partie du territoire affectée par un événement environnemental, le camion a la latitude de se déployer et il est très équipé, il permet de faire toutes les analyses.
Avec ce camion laboratoire, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un outil d'investigation en cas de pollution. Le ministère d'État, ministère de la Défense, vient de produire un communiqué. Il est lu par Abou Sanogo. La première séquence de l'exercice militaire conjoint des forces armées de Côte d'Ivoire, élément français en Côte d'Ivoire dénommé Touraco 2024-Q1, est conduite dans la période du 15 au 26 mars 2024 dans le polygone Assini, Grand Bérébi, Sassandra, Gagnoa, Daloa, Bouaké. Cet exercice aéroterrestre vise à renforcer l'interopérabilité entre les deux armées et s'inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette manœuvre comporte des entraînements à l'acheminement des troupes par avion, des sauts en parachute et le largage de matériel. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuelles perturbations et les invite à vaquer librement à leurs activités habituelles en toute sérénité. Et puisqu'on parle de l'armée, après quelques mois de formation aux pratiques forestières, des anciens militaires peuvent à présent troquer leur tenue contre celle des eaux et forêts. De nouveaux agents qui ont reçu leurs attributs des mains du ministre de tutelle Laurent Gbagba. Il les a exhortés à l'exemplarité et au respect de la hiérarchie. Frédéric Oulaï, Franck Kodio pour le commentaire. Le béret vert et le port altier, les galons d'adjudant bien apposés sur les épaules, ces ex-forces armées FACI intègrent officiellement la grande famille des eaux et forêts. 128 stagiaires, après une formation de 4 mois, reçoivent les attributs de la corporation des mains du ministre Laurent Gbagba. C'est toute une symbolique relevée par le directeur général des eaux et forêts. Il s'agit d'étouffer les effectifs d'agents de terrain. Pour les valeurs inculquées aux hommes qui sont désormais les nôtres, contribueront à n'en point douter à leur savoir-faire et leur savoir-être, pour faire d'eux des agents des eaux et forêts pétris de compétences. Monsieur le ministre des eaux et forêts, des ex-militaires comme ceux-ci, nous en demandons encore et encore, et nous avons hâte de les recevoir. Du statut de militaire à agent des eaux et forêts, la reconversion s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire. Laurent Gbagba invite l'ensemble des agents à faire face aux défis de la sauvegarde des ressources naturelles. Chers nouveaux agents des eaux et forêts, faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la nation, la patrie, le tout dans le respect de l'humanisme. Vous devez donner le meilleur de vous-même, car la mission des eaux et forêts est un sacerdoce qui exige de vous une minutie sans égale. Vous devez être des agents exemplaires, respectueux de la hiérarchie, qui inspirent la confiance et le respect de tous. Ces 128 militaires aujourd'hui agents des eaux et forêts constituent la première vague de 1000 éléments destinés à rejoindre les rangs de la corporation. Ces stagiaires ont été formés dans 21 modules relatifs à la gouvernance forestière, de la faune et des ressources en eau. Autre chose à présent, Abidjan abrite un forum ivoiro-danois, une rencontre organisée par l'ambassade du Danemark, le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, un cadre d'échange entre les hommes d'affaires danois et les entreprises ivoiriennes, une tribune pour notre pays pour réaffirmer son attachement à l'agriculture dans toute sa diversité. Chris Dumondé, Jean-Marc Djadji pour le commentaire. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Danemark dans le secteur des ressources animales, halieutiques et agricoles et offrir des opportunités d'affaires. Voici l'objectif de la première édition du forum ivoiro-danois. Aujourd'hui, nous avons ce forum-là pour permettre aux entreprises danoises et aux entreprises ivoiriennes de pouvoir collaborer. Et il s'agit, à l'issue de ce forum-là, de pouvoir ajouter de la valeur à ce qui est fait. Il faut dire que la Côte d'Ivoire produit, elle a beaucoup de matières premières, mais pour pouvoir parvenir à un certain niveau de développement économique, il ne faudrait pas se limiter à la production. Il faut aussi parvenir à la transformation. Occasion pour le ministre Sidi Touré de mettre en exergue
les potentialités de la Côte d'Ivoire en ressources animales et halieutiques. Nous avons 600 000 tonnes de poissons que nous consommons par an. Nous n'en produisons que 110 000 tonnes et nous devons produire, élever ces poissons au niveau local pour atteindre l'autosuffisance. 42 000 tonnes de viande bovine, 25 000 tonnes de viande ovine. Il y a un potentiel de chiffre d'affaires à réaliser d'environ 409 millions d'euros. J'invite les hommes d'affaires danois à regarder cela de plus près. Ce forum est une tribune pour la Côte d'Ivoire qui réaffirme son attachement à l'agriculture, aux ressources animales et halieutiques dans toute leur diversité. Direction les États-Unis avec la ministre Nassene Batouré qui a été reçue en audience par plusieurs personnalités de haut rang à New York. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rencontré successivement la vice-secrétaire générale des Nations Unies, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité et la directrice générale adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population. On fait le point avec notre envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire s'affirme sur la scène internationale. En marge de la CSW 68 à New York, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est activement engagée dans des discussions avec plusieurs institutions des Nations Unies. L'objectif de Nassene Batouré, renforcer les divers partenariats au bénéfice des Ivoiriennes. Amina Mohamed est la vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Amina Mohamed a piloté le processus qui a abouti au consensus mondial sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la définition des objectifs de développement durable. Avec elle a été évoqué le renforcement des relations entre l'Organisation internationale et l'État de Côte d'Ivoire, s'agissant de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la pauvreté féminine. Autre sujet abordé, l'élection de la Côte d'Ivoire à la vice-présidence du conseil d'administration de l'ONU Femmes. C'est une mission qui a été fructueuse. Nous nous sentons concernés à plusieurs titres du thème de cette année, qui est celui de l'autonomisation de la femme, l'implication des institutions étatiques et l'accès au financement. Et cette rencontre, cet engouement s'explique du fait de l'amélioration de la condition féminine en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Et cela a été possible, bien entendu, sous l'égide du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. La ministre Nassene Batouré a été également reçue par Bineta Diop, envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, et Jenny Keita, directrice générale adjointe de UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Avec elle, ont été évoquées des questions liées aux droits des femmes en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, l'implication des femmes dans les résolutions des conflits et le maintien de la paix. Faire des échanges gagnant-gagnant avec nos sœurs du monde et d'ailleurs, et je pense que on est sur la bonne voie et je suis convaincu, bien entendu, avec la volonté politique qui s'affiche, que la condition de la femme va aller de mieux en mieux. À travers la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, toutes ces personnalités ont félicité le gouvernement ivoirien pour la prise de diverses mesures et initiatives en vue de la protection des droits des femmes et des filles. De retour de Tunisie, plusieurs ex-migrants ont bénéficié du soutien de l'État de Côte d'Ivoire à l'auditorium de la CNPS dans la commune du Plateau. Ils ont reçu des chèques du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Il s'agit de permettre à ces derniers de réaliser des activités génératrices de revenus. Le reportage de Marie-France Conan dans un commentaire de Didier Nguessan. Plus de 98 millions de francs CFA décaissés pour financer le projet de 96 ex-migrants par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Ce don va leur permettre d'investir dans des activités génératrices de revenus. Je vais entreprendre un commerce qui va m'aider à pouvoir subvenir à mes besoins. Nous disons grand merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons vraiment de retour dans notre pays. Au ministère des Affaires étrangères, l'intégration professionnelle des ex-migrants est une priorité. L'État de Côte d'Ivoire se tient résolument à vos côtés pour vous apporter toute l'assistance nécessaire dont vous aurez besoin pour aller de l'avant.
et vous réinsérer dans le tissu socio-économique. Je vous exhorte également à faire bon usage des ressources mises à votre disposition pour la réalisation de vos projets. Ces chèques représentent le symbole de la solidarité du gouvernement. Je tiens donc à rassurer tous les migrants qui sont revenus dans leur pays que tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement seront respectés. Ce sont 96 personnes qui vont bénéficier d'un financement à hauteur de 98 770 670 francs CFA. Et comme c'était rappelé tout à l'heure, sur les 96 personnes, 11 sont donc vivent à Abidjan et 25 à l'intérieur du pays. Les secteurs d'activité qui ont été priorisés par le porteur du projet sont le commerce avec 50 projets, les services avec 19 projets, l'agriculture et l'élevage avec 16 projets, l'artisanat avec 5 projets, la restauration avec 4 projets et le transport donc avec 2 projets. Une première vague de remise de chèques aux ex-migrants revenus de la Tunisie, du Soudan et du Niger a permis de financer 150 personnes pour plus de 143 millions de francs CFA. Un mot de culture à présent avec l'Agence nationale de la formation professionnelle et le comité d'organisation du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire qui viennent de signer un partenariat, un accord de collaboration qui vise à renforcer la formation professionnelle de la jeune fille, un accord qui permettra surtout de faire de la beauté un pilier fondamental de l'éducation et de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Le reportage de Serge Pacom commenté par Didier Nguissan. Qu'attend la jeune fille ivoirienne de l'État pour son développement personnel? Tel est le thème qui sera soumis à la sagacité des candidates de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire, dont les présélections ont démarré le 2 mars dernier à Boaké, dans la région du Békay. Également soucieuse de l'épanouissement de la jeune fille, l'Agence nationale de formation professionnelle se joint au COMICI pour le renforcement de la formation professionnelle des candidates. D'où cette signature de convention entre l'AGFOP et le COMICI. Nous allons signer notre convention de partenariat, le COMICI et l'AGFOP, mais en réalité, le partenariat, il a déjà commencé. L'AGFOP, c'est le cabinet de l'ingénierie de la formation professionnelle de l'État. Donc, nous sommes le cabinet qui va vers le secteur productif pour identifier les besoins de formation professionnelle, les traduire en programme de formation professionnelle de courte durée. Comment choisir même un métier ou comment choisir une formation, l'AGFOP les accompagne justement dans la définition de ce projet professionnel. Pour Victor Yapobi, président du COMICI, ce partenariat contribuera au développement inclusif de la jeune fille. L'AGFOP a beaucoup d'atouts à faire partager avec la population ivoirienne, surtout avec la jeunesse ivoirienne qui est souvent dans un état de détresse et qui ne sait pas où s'orienter. Merci pour la confiance. Merci à vos agents qui sont sur le terrain avec nous depuis les 2 premières présélections. L'AGFOP et le COMICI s'engagent ainsi à faire de la beauté un pilier fondamental de l'éducation et de la formation des jeunes dans notre pays. On termine avec l'actualité au Sénégal avec l'un des 19 candidats à la présidentielle le dimanche prochain, Cheikh Tidiane Dièye, qui a annoncé ce mercredi 20 mars à se retirer au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Dièye a rappelé devant la presse qu'il était l'allié du parti de M. Faye et de son guide Ousmane Sonko au sein de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi créée en 2021. Il a inscrit sa candidature et quelques autres du même bord dans une ligne de défense devant parer la possible disqualification d'Ousmane Sonko. Il est bon de rappeler que 7,3 millions de Sénégalais seront appelés aux urnes dimanche prochain pour désigner le successeur du président Macky Sall. On s'arrête ici ce soir. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir.